Quand l'homme a quitté sa maison pour une promenade dans le parc cet après-midi, il n'a jamais imaginé qu'il rencontrerait un monstre. Mais maintenant, le voilà, face à face avec la chose la plus terrifiante qu'il ait jamais vue. Il l'a entendu avant de le voir, le bruit de dizaines de pattes qui se précipitent sur le sol, se rapprochant de plus en plus, jusqu'à ce que la chose apparaisse à la vue. Au début, il n'en croit pas ses yeux. Ça ressemble à un mille-pattes, mais c'est tellement plus grand. Comme quelque chose sorti d'un film de monstres des années 50, l'attaque du mille-pattes de 5 pieds, mais il ne restera pas pour laisser cette chose l'attaquer. Il se retourne et se met à courir aussi vite qu'il le peut, jusqu'à ce que sa poitrine commence à brûler de l'effort. Il s'arrête, haletant, et se maudit de ne pas courir plus souvent. Mais espérons qu'il a réussi à échapper à la créature. Il se retourne, et toute la couleur quitte son visage. La voilà, juste derrière lui. Il lui crie dessus, agitant les bras, essayant de l'effrayer, mais elle continue d'avancer. D'accord, il ne voulait pas essayer ça, mais il n'y a qu'une seule chose à faire avec un insecte qui ne vous laisse pas tranquille, même un géant. Il lève son pied, et alors que l'énorme mille-pattes s'approche, il l'écrase. Il y a un bruit de craquement lorsque son pied traverse la carapace, puis un bruit d'éclaboussure répugnant. Il éprouve une brève culpabilité pour avoir écrasé la créature. Après tout, il a l'habitude de transporter les araignées dehors plutôt que de les écraser. Mais les temps désespérés appellent des mesures désespérées. Il essuie son pied sur l'herbe et continue vers la maison. De temps en temps, sur le chemin du retour, il pense entendre ce son écœurant et furtif. Mais à chaque fois qu'il se retourne, il ne voit rien. L'insecte mutant effrayant qu'il a rencontré dans le parc est mort. Ou du moins, il est trop blessé pour le suivre chez lui. À quoi pense-t-il? Même s'il n'était pas blessé, les insectes ne peuvent pas attirer les gens, et il ne garde pas de rancune. Du moins, il espère qu'ils ne le font pas, alors qu'il avale la boule d'angoisse dans sa gorge. De retour chez lui, il réussit à oublier la rencontre cauchemardesque dans le parc. Il se fait plaisir en commandant une pizza pour le dîner, regarde un peu la télé, puis va au lit. La pièce est étouffante ce soir et la climatisation est en panne, alors il laisse sa fenêtre ouverte pour rafraîchir. C'est un quartier sûr, il l'a déjà fait. Il se prépare pour le lit et ne donne pas une seconde pensée à la fenêtre grande ouverte, ne considérant jamais ce qui pourrait ramper à travers. À son réveil le lendemain matin, le lit lui paraît différent. Il lui faut un moment pour enregistrer la sensation, mais alors que ses yeux s'ouvrent lentement, il réalise ce qui a changé. Quelqu'un est dans le lit avec lui. Non, pas quelqu'un, en bas. Quelque chose. Il arrache les couvertures pour révéler le centipède géant enroulé dans le lit à côté de lui. Son estomac se révolte et il sent l'acidité au fond de sa gorge. Comment a-t-il... La fenêtre ? Il est entré par la fenêtre. Mais comment l'a-t-il trouvé ? Et surtout, pourquoi ne paraît-il même pas blessé ? La créature remue, son antenne tournoyant, et se tourne vers lui. Il prend un moment pour s'étirer comme s'il se réveillait aussi, et il commence à ramper vers lui. La raison abandonne l'homme, ne lui laissant que le choix entre le combat et la fuite. Il choisit ce dernier, mais pas avant d'avoir saisi la lampe sur sa table de chevet et de l'avoir jetée sur la chose. Espérons que cela suffise à le ralentir. Il attrape son téléphone et sort par la porte d'entrée, sans même s'arrêter pour mettre ses chaussures ou fermer la porte à clé. Heureusement, le mille-pattes ne le poursuit pas, du moins autant qu'il peut en juger. Ses jambes s'effondrent sous lui et il s'agenouille dans son jardin, le cœur battant encore à cause du choc. Avec des mains tremblantes, il cherche des informations sur un exterminateur à proximité et passe l'appel. Il payera ce que l'exterminateur veut. Il doublera le tarif, si c'est ce qu'il faut. Peu importe ce qui le fait venir ici au plus vite. 15 minutes après, le camion anti-nuisible se gare dans son allée et un exterminateur en sort. L'homme, incertain de la meilleure façon d'expliquer son problème, se décide finalement à infestation de mille-pattes. Ce gars est un pro, il a sûrement déjà vu ça avant. Si quelqu'un a déjà vu quelque chose comme ça avant. L'homme observe depuis le trottoir alors que l'exterminateur ouvre la porte d'entrée, entrant à l'intérieur. Alors qu'il le fait, il pousse un cri aigu. Puis soudainement, il bascule en arrière et atterrit durement au sol. Sur lui se trouve le centipède. Il le maintient au sol en grouillant sur lui. L'homme regarde impuissant pendant un moment avant de passer à l'action. Il court au garage, saisit une pelle et vient aider l'exterminateur. Rassemblant toutes ses forces, il frappe la centipède avec la pelle, la faisant voler loin de sa victime prévue. Il ne s'arrête pas là.
Il frappe la centipède avec la pelle encore et encore et encore, jusqu'à ce qu'elle cesse de bouger. Puis il aide l'exterminateur à se relever en lui tendant la main. L'exterminateur comprend désormais le type de problème rencontré. Il demande à l'exterminateur s'il peut aider, mais il ne répond rien. L'exterminateur, le visage blême, retourne simplement à son camion. Il monte dans le camion, démarre et accélère pour quitter le quartier aussi vite que possible. L'homme est à nouveau seul avec ce bug qu'il ne semble pas pouvoir écraser. Il se retourne pour évaluer la carcasse du centipède et sa mâchoire tombe à ce qu'il voit ensuite. La carapace se reconstruit elle-même, refermant les trous et comblant les bosses laissées par la pelle. Les pattes tordues se redressent à nouveau là où elles doivent être. La substance qu'il supposait être les entrailles de l'insecte est réabsorbée dans son corps. Et pendant qu'il regarde, il se retourne et se redresse à nouveau, puis rampe vers lui. Lorsqu'il l'atteint, il s'arrête et se cabre, soulevant l'avant de son corps du sol. La pelle est inutile pour se défendre, il le sait maintenant. Au lieu de cela, il se fige, fixant le monstre devant lui, attendant qu'il frappe. Mais il ne le fait pas. Il le regarde simplement pendant un long moment, avant d'étendre l'une de ses jambes vers lui dans un geste délibéré. Cela ressemble presque à, et cela n'a aucun sens, la chose demande une poignée de main. Lentement, avec hésitation, dans un total incrédulité, l'homme tend sa main et saisit la petite appendice grêle. Utilisant tout son corps pour bouger la patte, le mille-pattes soulève la main de l'homme, puis la pousse vers le bas. Il rit de cela, un bruit soudain d'aboiement qui surprend à la fois lui et le mille-pattes. Mais il ne peut s'en empêcher, c'est tellement absurde. Il a serré la main d'un insecte. Mais aussi bizarre que soit la situation, il ressent également une vague de soulagement l'envahir. Quoi que soit cette chose, et ce n'est certainement pas un insecte ordinaire, il ne semble pas qu'elle veuille lui faire du mal. Si incertain de quoi faire autrement que de céder à l'absurdité du moment, l'homme rentre dans sa maison avec le mille-pattes juste sur ses talons. Il ferme la porte derrière eux et se tourne vers son invité non invité. « Alors, tu aimes la télé ?» Ses antennes bougent curieusement et il semble attendre une réponse. Il prend la télécommande et allume la télévision. Puis, lors du dimanche le plus étrange de sa vie, lui et le mille-pattes géant regardent ensemble la télévision. Il mange quelques morceaux de pizza restants et, ne voulant pas être impoli, offre une tranche au mille-pattes. À sa surprise, l'insecte prend la tranche dans ses mandibules et la mange immédiatement. Cette nuit-là, l'homme pose du journal sur son sol pour donner au mille-pattes un endroit où dormir. Mais l'insecte insiste pour ramper à nouveau dans son lit à la place. Au début, il proteste, mais il doit admettre que c'est plutôt agréable d'avoir de la compagnie, même si c'est un peu non conventionnel. Malgré son désir d'avoir un chien, ses allergies l'en ont empêché. Alors, peut-être, d'une manière étrange, d'accord, c'est la meilleure chose à faire. Au réveil, le mille-pattes est introuvable. Il inspecte la pièce, cherchant le moindre signe de sa présence, en vain. Il l'appelle et entend les pattes s'approcher de la pièce. Quand le mille-pattes entre, il remarque qu'il porte quelque chose. La télécommande de la télévision. Il grimpe sur le lit et pose la télécommande sur ses genoux, tel un chien fidèle rapportant le journal à son maître. Ne sachant pas quoi faire d'autre, il donne une légère tape sur le dos du mille-pattes. « Eh, merci, pote !» Le mille-pattes continue de lui apporter de petits cadeaux le matin, comme la télécommande, son téléphone, ses lunettes, et une fois, il lui apporte même du courrier qui a été glissé par la fente de la porte. Au fur et à mesure que les jours passent et qu'il s'habitue à son ami à nombreuses pattes, il remarque des changements dans son apparence et son comportement. Il répond aux commandes vocales de façon plus intelligente qu'auparavant. Il a compris comment ouvrir les portes, comment allumer la télévision par lui-même et quelles sont les chaînes que l'homme préfère. Garder la créature à proximité présente quelques inconvénients. Il insiste pour manger une portion de ce qu'il mange à chaque repas et travailler à domicile est difficile avec le risque que la chose se faufile en arrière-plan d'un appel vidéo. Mais il commence à s'habituer à ce nouvel ajout à la maison. Même lorsque le mille-pattes développe des pouces sur certaines de ses pattes avant, lui permettant de saisir des objets et d'interagir avec le monde comme une personne, il n'est pas perturbé. Plus rien ne le surprend désormais. La seule fois où il est vraiment choqué par les changements du mille-pattes, c'est le jour où il prononce ses premiers mots.
Un matin, il entend une petite voix aiguë et grinçante dire « Donne-moi du temps ». Cela ne devrait pas être possible, mais c'est le mille-pattes qui lui parle. Il ne voit pas de bouche capable de produire ces mots, mais la chose a trouvé un moyen de parler. Son vocabulaire continue de s'agrandir, et il reprend les mots et les phrases que l'homme utilise régulièrement. La chose devient moins comme un animal de compagnie, et plus comme un ami, un petit copain qui veut lui ressembler autant que possible. Il trouve un nouveau surnom pour le mille-pattes, Junior. Il adopte immédiatement le nom, répondant quand on l'appelle et courant toujours pour répondre. Alors que les deux se rapprochent, ils passent les journées ensemble avec une routine simple. Se lever, déjeuner ensemble, travailler discrètement à domicile, dîner, regarder la télé le soir, puis dormir avant de recommencer le lendemain. Ce n'est pas une mauvaise petite vie, même si cela paraîtrait horrifiant à un étranger. L'homme s'habitue tellement à sa nouvelle routine et à son nouveau compagnon, qu'il oublie presque l'exterminateur qui est effrayé par le mille-pattes. Mais quand sa sonnette retentit et qu'il ouvre la porte pour trouver deux hommes étranges, attendant sur son seuil avec un presse-papier rempli de questions sur les insectes géants, il se souvient. Il s'avère que l'exterminateur a rapidement répandu le mot sur sa rencontre terrifiante, et son histoire a attiré l'attention d'une organisation qui se spécialise, pour utiliser leurs mots, dans le catalogage de la flore et de la faune précédemment inconnue. À son grand désarroi, les hommes emmènent Junior loin de lui, mais ils promettent qu'il pourra peut-être venir le visiter une fois qu'ils auront déterminé que c'est sûr. Ils emmènent Junior au site le plus proche de la fondation SCP et lui donnent un nouveau nom. SCP-3-153. SCP-3-153 fait référence à une série d'arthropodes qui ressemblent superficiellement à l'espèce Scolopendra polymorphe de centipèdes originaire du nord-ouest de l'Oregon. Ces créatures mesurent environ 1,76 m de long et pèsent en moyenne 82 kg. Je ne veux pas manquer de respect à ces créatures, mais c'est beaucoup plus grand que n'importe quel centipède en présence duquel je me sens à l'aise. Sous la surface de leur carapace chitineuse, les instances de SCP-3-153 sont constituées d'une masse de quelque chose de similaire à des cellules souches totipotentes, bien qu'elles agissent à un rythme beaucoup plus rapide. La fonction de ces cellules est de former de nouveaux organes, membres et tissus en fonction de la manière dont les instances de SCP-3-153 interagissent et créent des liens émotionnels avec les sujets humains. Ces adaptations semblent être une tentative des instances de SCP-3-153 pour imiter et plaire à l'humain avec lequel elles créent un lien. Lors du premier contact avec un humain qui l'intéresse, une instance de SCP-3-153 fonctionnera avec une intelligence animale sophistiquée. Elle utilisera son intelligence pour essayer d'aider l'humain qu'elle a choisi. Certaines de ces comportements à ce stade comprennent l'apport de petits objets à l'humain, sujets dont ils auront besoin le matin, comme leur brosse à dents ou leurs lunettes. Ils ont également été connus pour envahir un intrus perçu dans la maison du sujet, dans une tentative de les protéger du mal. Pendant cette phase, ils commenceront également à imiter le sujet humain en mangeant les mêmes aliments qu'eux ou en nichant sur leur lit comme un chien ou un chat pourrait le faire. Si cette attention n'a pas été réciproquée par le chat, et si l'humain tente de nuire à l'instance, elle montrera une capacité impressionnante à se régénérer de presque n'importe quel dommage physique. Même attaqués par leur humain choisi, les SCP-3-153 ne se défendront jamais. Dociles, indulgents et persistants dans leur quête d'un lien. L'instance continuera à apporter des objets au sujet, à nicher à proximité, et à essayer de se faire bien voir par eux, jusqu'à ce que l'humain s'adresse à l'instance de manière amicale, lui laisse une offrande de nourriture, ou exprime d'une autre manière la réciprocité du lien. Pendant cette période, les instances de SCP-3-153 vont perdre du tissu biologique proche de l'humain de sa masse de cellules souches. Bien que ces morceaux de tissu soient désagréables à rencontrer ou à marcher dessus en pleine nuit en allant aux toilettes, ils sont généralement totalement inoffensifs et font simplement partie de la préparation de l'instance à son adaptation inévitable. Les instances de SCP-3-153 développent graduellement la capacité de reconnaître et de comprendre les expressions faciales humaines en passant plus de temps avec un sujet. Elles deviennent plus affectueuses à ce stade et essaieront souvent de se tenir debout et de faire un câlin à leur humain préféré, ce qui est soit adorable, soit un peu terrifiant selon votre point de vue. Personnellement, je me situe au milieu. Les instances de SCP-3-153 resteront généralement proches de leur humain en tout temps, essayant de les protéger de tout dommage possible.
Pendant cette phase de liaison, ils développent une meilleure compréhension de la langue et de la technologie, ainsi que les adaptations anatomiques nécessaires pour les utiliser, comme des mains avec des pouces, des bouches capables de parole et des cordes vocales qui produisent une voix parlante. Les adaptations de SCP-3153 persistent, cherchant à ressembler davantage à leur humain favori. Cependant, aussi fort qu'ils puissent essayer, l'instance ne sera pas capable de reproduire avec précision la forme ou le comportement d'un humain. Le résultat est soit une tentative maladroitement charmante, soit ce que certains ont décrit comme étant en plein milieu de la vallée de l'étrange. Si le processus ne s'arrête pas là, souvenez-vous de la desquamation, les désagréables amas de tissus organiques partout. La desquamation augmente à ce stade et peut causer un sacré désordre si elle n'est pas prise en charge. Heureusement, 92% des instances de SCP-3153 sont de bons auditeurs et suivront les instructions si on leur dit de réduire leur desquamation. Certains d'entre eux deviennent trop créatifs avec cette incitation et tentent de remodeler leur matière décamée en quelque chose de comestible, qu'ils offrent ensuite à leur humain en cadeau. Si l'humain refuse ces cadeaux, l'instance de SCP-3153 deviendra incroyablement triste et se retirera de la socialisation pendant un certain temps à cause de ses sentiments blessés. Quand la Fondation a découvert SCP-3153, les chercheurs craignaient que les créatures anormales produisent des anomalies affectant l'esprit. Après tout, ils ne pouvaient penser à aucune autre explication pour les liens profonds qui se sont formés entre plusieurs instances et leurs humains choisis. Un examen plus poussé n'a montré aucun effet psychoactif. Les humains liés aux SCP-3153 les perçoivent comme des animaux de compagnie, de la même manière qu'un humain peut se lier à n'importe quel autre animal de compagnie. Ces animaux de compagnie sont de grands centipèdes avec de légères capacités de métamorphose. Mais la compagnie reste présente dans l'adversité. Jusqu'à présent, selon les registres de la Fondation, 68% des sujets humains ont réussi à se lier à leurs instances de SCP-3153, ce qui a entraîné une augmentation de 20 et 1% de la productivité globale. Cette augmentation du moral était si notable qu'un chercheur de la Fondation SCP a proposé l'utilisation potentielle de SCP-3153 à des fins thérapeutiques dans le document « Nuisibles humains et humains nuisibles » sur l'émergence d'amitiés non conventionnelles entre Homo sapiens et arthropodes anormaux. J'ai trouvé ce texte assez convaincant. Je vous conseille de le lire si vous le trouvez. Il est possible que vous n'ayez pas l'accès sécurisé requis. SCP-3153 est détenu dans un habitat de confinement pour 1000 pattes au site 64 à Forest Park, Portland, Oregon. L'intérieur de l'habitat est décoré pour ressembler à une grande zone métropolitaine non spécifique, complétée par des accessoires visuels et audio destinés à perpétuer l'illusion et à convaincre les instances de SCP-3153 qu'elles vivent dans le monde extérieur. Cela inclut du béton et des haut-parleurs diffusant les bruits de circulation, selon un horaire standard de l'heure de pointe. En plus des soins ordinaires requis par les centipèdes non anormaux, les instances de SCP-3153 doivent bénéficier de séances d'interaction sociale hebdomadaires avec entre 1 et 5 membres du personnel de classe D. Ils peuvent aussi avoir des séances d'interaction sociale avec le personnel autorisé, niveau 2 de l'E. Objectif 466. Solution pour la faune de Wilson, sur tout le site. Sarah Gardner doit toujours avoir accès, car elle est liée à SCP-31531. Toute personne intéressée à participer à l'enrichissement social de SCP-3153 doit d'abord passer et réussir une évaluation psychologique. Cette évaluation vise à détecter les tendances à un attachement émotionnel excessif, et les candidats doivent être sélectionnés en conséquence. Une fois qu'une personne a été approuvée, chaque session de socialisation peut durer au maximum 1 heure et doit être étroitement surveillée par les chercheurs, qui observeront les changements biologiques et comportementaux de SCP-3153 qui ne manqueront pas de se manifester. Dès leur apparition, ces modifications doivent être enregistrées et consignées pour la postérité, permettant une meilleure compréhension de la génétique de SCP-3153. Les civils qui entrent en contact avec des instances de SCP-3153 à l'état sauvage doivent recevoir des amnésiques de classe B et les instances qu'ils ont rencontrées doivent être récupérées par Objectif 466 et mises en confinement. Au premier regard, SCP-3153 peut sembler horrifiant, dégoûtant et répugnant à voir. Mais nous devrions tous savoir qu'il ne faut pas juger un livre à sa couverture. Au fond, ces créatures semblent être douces, amicales, loyales et très sensibles émotionnellement. Ils ne demandent qu'à passer du temps avec nous. Pourquoi les en priver simplement à cause de leur apparence différente? Selon moi, ils ressemblent aux chiens, mais avec plus de pattes. Les chiens sont les meilleurs amis de l'homme depuis longtemps.
Mais peut-être que nous pourrions faire de la place dans nos cœurs, pour de nouveaux amis aussi, même s'ils ont l'air un peu effrayants. Découvrez le Patreon de Dr Bob et devenez un jeune chercheur. Allez maintenant regarder une autre entrée des dossiers du Dr Bob, comme SCP-213, parasite d'antimatière.